Mesdames et messieurs, bonjour pour ce webinaire que nous lançons sur l'accompagnement des entreprises en difficulté. Vous avez également eu en même temps dans le journal La Montagne une page complète dédiée à cet accompagnement qui fait suite à un courrier du ministre Le Maire et Griset qui mettent les chambres de commerce en première ligne pour accompagner les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés au regard de cette pandémie et également les secteurs en fermeture administrative. Je m'adresse à vous à la fois en tant que président de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole, mais également au nom de notre élu Émilie Creusieux. Émilie a la responsabilité, avec Martine Messéan, qui est à ma droite, à côté de François Verdier, pour suivre au sein de votre chambre de commerce cet accompagnement des entreprises en difficulté sur, bien entendu, toute l'année 2021. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez le réécouter, il sera mis sur les réseaux sociaux et nous avons un chat qui vous permet d'intervenir et en fonction de vos questions, eh bien, je me permettrai d'interrompre nos partenaires pour leur soumettre une question que vous aurez exprimée. Donc, à ma droite, j'ai immédiatement à ma droite, j'ai François Verdier, qui est commissaire aux comptes et expert comptable, qui lui va vous accompagner va faire une présentation sur les éléments sur lesquels il faut être vigilant, sur les différents rendez-vous que vous pouvez avoir en amont d'avoir des difficultés, et aussi sur toute la logique de confidentialité que vous devez avoir à la fois vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis de votre chambre pour pouvoir exprimer, et bien entendu, tout ce qui est vu en amont est extrêmement vertueux pour éviter de se retrouver dans une difficulté. Ensuite, vous aurez Martine Messéan qui est à côté de François Verdier, qui, elle, va vous présenter le process de notre chambre que nous déroulons avec les entreprises et que nous continuerons à dérouler avec nos partenaires. Et Martine accompagnera ce processus avec Émilie Creusieux au sein de notre chambre. Ensuite, vous avez M. Troussardi, qui est également un partenaire de l'État avec les chambres de commerce depuis longtemps et qui connaît bien notre territoire, avec lequel nous sommes en totale confiance, et qui, lui, vous parlera de la médiation et tous les éléments de médiation qui peuvent être mis en place au moment où vous rencontrez des difficultés et pour éviter de vous retrouver à un moment donné au bout d'un process. Et enfin, nous aurons M. Voto, qui lui va vous parler de conciliation et de procédure amiable. Nous nous sommes donné à chacun une dizaine de minutes d'intervention. En ce qui me concernait, c'était de vous souhaiter un bon webinaire et de pouvoir en quelque sorte faire le monsieur loyal de cette réunion, de vous dire que l'ensemble de ce webinaire est organisé par les collaborateurs de votre chambre. Donc nous avons une équipe que vous ne voyez pas, mais qui est bien présente ici. Nous avons Amandine et Julie, accompagnées d'une de nos stagiaires, qui participent à la partie technique de ce webinaire. Donc c'est vraiment avec les moyens du bord que nous faisons ça, mais c'est à nous également d'être pédagogiques pour vous inciter tous à être à l'aise sur la partie digitale. Je vais bien entendu remettre mon masque et je laisse la parole à François Verdier. Bien, bonsoir à tous. Effectivement, merci Monsieur le Président, vous m'avez sollicité pour, je ne représente pas la profession d'expert comptable, je suis expert comptable, mais je n'ai pas la prétention de représenter la profession, mais dans le cadre de ce webinaire, on m'a demandé de vous présenter un certain nombre de points clés, d'éléments de suivi qui sont importants dans le cadre d'une entreprise, et notamment quand une entreprise est en difficulté, parce qu'évidemment, plus les difficultés arrivent et plus il faut être vigilant dans le suivi de sa gestion. Donc en quelques mots, alors quand j'ai préparé cette présentation, par quoi je vais commencer. Finalement, aujourd'hui, on est dans une crise particulière qu'on n'avait jamais connue et on a trois types d'entreprises aujourd'hui.
il y a les entreprises qui sont aujourd'hui fermées, hein, qu'on connaît tous, les bars, les restaurants, les discothèques, les salles de sport, je ne vais pas toutes les citer. Le contexte, c'est qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires, elles ont les salariés en chômage partiel, mais elles se retrouvent avec une masse de charges fixes, effectivement, et là, on est capable de les identifier très clairement, ces charges fixes qui demeurent, qui restent et qu'il faut payer chaque mois, chaque trimestre. On a un deuxième type d'entreprise, qui sont des entreprises qui ne sont pas fermées, mais qui sont partiellement ouvertes ou ouvertes avec des clients qui sont en nombre réduit. Alors, ce n'est pas un hôtel, voilà. Et effectivement, sur ces entreprises-là, la question qui se pose, c'est est-ce que le fait de rester ouvert, est-ce que c'est rentable pour moi? Est-ce que mon seuil de rentabilité est atteint? Donc, c'est une autre question. Et puis, on a, et heureusement, il y en a encore beaucoup, des entreprises qui sont ouvertes, qui fonctionnent normalement, et qui, pour certaines, fonctionnent mieux qu'avant la crise. Alors, c'est vrai que le gouvernement a mis en place plein de mesures de financement. C'est jamais assez, évidemment, mais il paraît-il, à des pays qui financent le plus. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, parce que j'en serais bien incapable. Ils en ont encore annoncé un certain nombre aujourd'hui. Mais il y a notamment le PGE, évidemment le chômage partiel et les différentes mesures de subventions et d'aides diverses et variées. Donc ces mesures, elles permettent de limiter les dégâts aujourd'hui, hein, puisque je crois, j'ai lu aujourd'hui que l'année 2020 a un recul, Grégory, de 30% des procédures collectives, des procédures judiciaires, des dépôts de bilan dans notre pays. Donc c'est utile, c'est efficace, mais effectivement, c'est compliqué quand même, notamment pour les entreprises qui sont fermées. Les trésoreries s'appauvrissent au fil des temps, et puis on voit venir la perspective de remboursement des dettes, et notamment des PGE. Donc, contexte particulier. Alors, quelles sont généralement les difficultés ou l'origine des difficultés qu'on peut rencontrer dans une entreprise ou des problématiques qui génèrent des difficultés? Alors, j'ai essayé de les lister. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Alors, on a des difficultés qui peuvent venir de l'exploitation, par exemple, et c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, une chute forte du chiffre d'affaires ou du carnet de commandes, une forte hausse de la masse salariale pour faire face à des commandes, mais ces commandes ne sont pas forcément rentables, donc on se retrouve en difficulté, une chute des marges face à une concurrence accrue, un impayé important, j'y reviendrai, un impayé important peut mettre en difficulté une entreprise, des investissements non prévus qu'on avait lancés, puis qui finalement se révèlent plus importants que prévus et qu'on n'arrive pas à financer. Une start-up qui a développé des produits financés par emprunt bancaire et qui se retrouve avec le produit qui n'est pas encore au point ou qui n'a pas encore trouvé son marché et donc qui se retrouve dans l'incapacité de rembourser ses dettes bancaires. Le départ d'une personne clé de l'entreprise qui générait un chiffre d'affaires important et puis qu'on n'a pas remplacé, et on se retrouve évidemment en difficulté. Au-delà de ces difficultés d'exploitation, on va retrouver souvent des difficultés financières. C'est par exemple la hausse du besoin en fonds de roulement avec la hausse de l'activité, parce que ça peut être redoutable dans les mois qui viennent. Une reprise d'activité, il va falloir recommander du stock, il va falloir réembaucher et donc payer des salaires, décaisser des sommes, et en face, on n'aura peut-être pas encore rentré l'argent, donc besoin en fonds de roulement qui peut augmenter, hausse de l'activité, c'est aussi un risque important. Des fonds propres trop faibles, c'est un peu les problématiques de nos petites entreprises françaises, hein, des fonds propres insuffisants qui ne permettent pas de faire face aux difficultés. Des échéances de prêts bancaires qui sont mal calibrées, trop importants, et on se retrouve dans des difficultés pour pouvoir les rembourser, ou encore des financements refusés. On peut avoir aussi malheureusement eu des PGE qui ont été refusés. Alors ces difficultés d'ordre économique peuvent être renforcées par des problèmes internes à l'entreprise. Alors, par exemple, évidemment, quand on se retrouve en difficulté, le premier réflexe, ça va être d'aller trouver du chiffre d'affaires ailleurs, peut-être du chiffre d'affaires moins rentable. Et ce chiffre d'affaires moins rentable, on se dit, je vais faire rentrer de l'argent dans mon entreprise, mais ça peut avoir un effet négatif, puisque plus je fais de chiffre d'affaires, plus je perds d'argent, parce que ce chiffre d'affaires, il n'est pas bon, il n'est pas rentable, et je ne serai peut-être même pas payé par mes clients. Donc, c'est l'effet aggravant d'une décision de gestion. Aggravation également, et j'y reviendrai tout à l'heure, sur des problèmes de mauvaise ou de faiblesse dans le suivi de gestion de l'entreprise. Ces faiblesses dans le suivi de gestion, dans une période de difficulté, risquent fort d'aggraver la situation. Et enfin, troisième élément qui peut être anticipé, un élément d'aggravation d'une situation de difficulté, c'est une absence d'anticipation. C'est vrai
on constate généralement que, et c'est humain, que dans ces périodes de difficulté et de stress, le chef d'entreprise va plutôt se refermer sur lui-même, va penser que des crises, j'en ai connu d'autres, et je vais me débrouiller tout seul, je vais m'en sortir tout seul, et donc je ne vais pas m'entourer, je ne vais pas en parler, et ça risque on fait l'autruche, on refuse de voir la réalité en face, et donc ça risque d'aggraver la situation. Donc ça, c'est pour le constat, le panorama, alors il n'est pas exhaustif, des sources de difficultés. Alors quels sont les points de vigilance à avoir? Alors là, je vais certainement enfoncer un certain nombre de portes ouvertes, mais effectivement, les points d'alerte, le premier évidemment, c'est la trésorerie. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Effectivement, le 17 mars, quand nous sommes tous confinés, le premier réflexe de tout le monde a été de dire « j'arrête de payer tout ». Je ne paye plus mes fournisseurs, je ne paye plus rien, je conserve ma trésorerie. Donc évidemment, j'enfonce une porte ouverte en vous disant que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, mais c'est la réalité. C'est ça qu'il faut que vous pilotiez, que vous suiviez au jour le jour, au plus près. Alors cette trésorerie... il faut chercher à l'optimiser, il faut chercher à encaisser ses créances, parce qu'effectivement, si j'ai de l'argent dehors, il faut que je le rentre. Si j'ai du stock, il faut essayer de le vendre, etc. Donc c'est ma trésorerie le point numéro 1, parce que ce qu'on constate en général, et là aussi c'est tout à fait naturel, c'est que quand la trésorerie s'amenuise, le premier réflexe du chef d'entreprise, c'est d'arrêter de payer. Et arrêter de payer qui en premier? Les fournisseurs. Donc on commence pas par arrêter de payer, mais on commence par décaler les échéances de paiement, en attendant que le fournisseur me relance. On va payer les fournisseurs stratégiques et puis peut-être oublier un peu les autres. Au risque que, effectivement, les fournisseurs s'agacent, vous réduisent les délais de paiement accordés, voire refusent de vous livrer. Mais effectivement, c'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, quand les difficultés arrivent en trésorerie, c'est d'arrêter de payer les charges patronales, notamment l'URSSAF. Vient ensuite la TVA collectée, et puis en dernier, on le constate aussi, certains salaires de cadres ou de dirigeants qui acceptent, malheureusement contraints pour aider leur entreprise, de ne pas payer leur salaire. Donc effectivement, quand on en arrive là, on est allé peut-être trop loin, et il faut arriver à anticiper les choses et à se faire aider avant d'arriver à ces extrémités-là. Mais c'est le panorama de ce qu'on constate, et évidemment le suivi de la trésorerie, de savoir exactement où j'en suis en trésorerie, c'est fondamental. Le deuxième élément de point de vigilance, c'est les points de rentabilité. Là encore aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais quel est mon niveau de chiffre d'affaires et quelle est ma rentabilité? Est-ce que mes affaires sont rentables? Est-ce que quand j'accepte une nouvelle affaire, une nouvelle commande, est-ce que cette commande sera rentable? Parce qu'évidemment, faire rentrer de l'argent, de la trésorerie, en creusant le trou du déficit, ce n'est pas une solution viable. Enfin, dernier point de vigilance, c'est ce que j'ai appelé la gestion des risques inhérents à l'entreprise. Le poste client, très important, il faut que je relance mes clients, il faut que je me fasse payer par mes clients, il faut éviter d'accepter une commande d'un client qui pourrait être à risque, douteux, parce qu'effectivement, je vais vendre ma marchandise et en plus, je ne vais pas encaisser l'argent, donc je n'aurai plus la marchandise et je n'aurai pas l'argent. Donc, c'est un élément important. La qualité de mes travaux, si je fais des travaux de mauvaise qualité, je ne serai peut-être pas payé. Donc là aussi, je vais réaliser les travaux et je ne serai pas payé. Donc, c'est un point de vigilance par rapport à mon activité. Il y en a d'autres, c'est un certain nombre d'exemples. Enfin, dernier point en préambule, ce que je voulais vous citer, c'est effectivement, je voulais revenir sur le suivi de gestion. Ce que je voulais vous dire, c'est que plus les difficultés sont importantes et plus il faut avoir des outils et un suivi de gestion adapté à la situation. Alors, je suis expert comptable, donc la partie comptable, évidemment, c'est ce qui me concerne. Donc, pour gérer, il faut disposer d'outils adaptés. Et quand on dit d'outils adaptés, le premier, c'est d'avoir une comptabilité à jour, un suivi comptable à jour. On ne peut pas, dans une période de difficulté, se dire j'ai mon bilan de l'année dernière, c'est suffisant. Il faut avoir une comptabilité à jour pour savoir exactement où on en est. Dans le même ordre d'idée, il faut aussi avoir un tableau de bord, un suivi mensuel de mon activité, mon chiffre d'affaires, ma marge, ma masse salariale,
pour ceux qui ont une masse salariale et donc qui peuvent encore fonctionner, évidemment. Et puis, je vous le répète, un suivi de trésorerie précis et tenu au jour le jour. Deuxième élément qui me semble important, c'est d'être en capacité d'anticiper, être capable de pouvoir se projeter en disant finalement, face à mes difficultés, où sera mon point de rupture? Dans combien de semaines ça coince en trésorerie? Donc, pour ça, encore une fois, il faut avoir des chiffres à jour et puis être en capacité de se projeter. On parlait des charges fixes pour une entreprise qui est fermée, le loyer par exemple. J'ai la capacité de payer combien de loyer, combien de mois de loyer. Donc, être capable de se projeter pour pouvoir anticiper les choses. Anticiper les choses aussi pour pouvoir se projeter, pour pouvoir établir demain un budget de trésorerie. Quand l'activité va pouvoir reprendre, comment je vais pouvoir élaborer mon budget de trésorerie? Et enfin, et c'est certainement le plus important, c'est communiquer. Je pense que quand on se retrouve dans des difficultés comme ça, c'est vrai qu'on a tous naturellement tendance à se cacher, à ne pas en parler. Au contraire, il faut renforcer les échanges avec son expert comptable, avec son commissaire aux comptes, avec son avocat, avec les représentants de la chambre de commerce, avec vos banquiers, parce que ces personnes-là sont là pour vous aider, pour vous conseiller. Ils ont, pour un certain nombre, l'expérience de ce genre de situation, parce qu'ils le voient dans différents secteurs d'activité. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour vous aider. Voilà. Est-ce que François, dans cette perspective, est-ce qu'on peut évoquer la synergie qui existe entre les chambres de commerce et les experts comptables qu'on appelle le CIP? Le CIP. Le CIP. Alors, le CIP, c'est un centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. C'est effectivement un organisme national qui avait été créé, je ne sais pas quand, il y a très longtemps, oui, avec les experts comptables, les commissaires aux comptes, les juges consulaires, les chambres de commerce, les chambres des métiers, les greffiers. Donc, cet organisme, il y a une antenne à Clermont qui est hébergée à l'ordre des experts comptables, est là pour écouter, aider un chef d'entreprise qui sera en difficulté de manière totalement anonyme. Donc, il y a une prise de rendez-vous et avec un rendez-vous avec donc un expert comptable, un avocat, un ancien juge consulaire et un représentant de la chambre de commerce qui est là pour écouter le chef d'entreprise et lui suggérer ou lui proposer des solutions. Donc c'est encore une fois totalement anonyme et donc ça peut être efficace, anonyme et gratuit évidemment, pour aider un chef d'entreprise à passer un moment difficile. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Martine, sachant que s'il y a besoin de réintervenir, François Verdier le fera avec plaisir, de vous dire que la porte d'entrée, une des portes d'entrée qui est le plus souvent utilisée pour le CIP, cette structure qu'a évoquée François Verdier, est une structure qui, comme il vous l'a dit, est totalement anonyme et la porte d'entrée, c'est votre chambre de commerce. En définitive, vous passez par votre chambre de commerce, vous faites le 04 73 43 43 43 et vous tombez sur l'accueil de la chambre de commerce et vous demandez d'être en contact avec quelqu'un du CIP. Et à partir de ce moment-là, extrêmement confidentiellement, nous ferons la mise en relation. Et très important, et François l'a souligné, de le faire en amont des difficultés et de vous dire qu'aujourd'hui, la crise a créé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'elle met une grande partie de notre économie en souffrance. Donc, on passe au-dessus des freins habituels que nous avons pour justement contacter ce CIP qui est mis en alerte parce que nous sommes dans une situation très particulière. Donc, je vous demande de ne pas hésiter et tous nos intervenants qui vont parler devant vous vont rajouter cette véritable notion d'être en amont. Martine, merci d'exprimer à la fois le travail de la Chambre et également l'engagement votre engagement et l'engagement d'Émilie Crozieux dans cette procédure. Oui, alors je vous remercie. Bonjour à tous. Alors effectivement, Monsieur Verdier a dit trois mots qui étaient vraiment intéressants et qui nous ont justement un peu, c'est ce qui a structuré la démarche du dispositif de la CCI. Anticiper, ne pas se voiler la face et ne pas rester seul. C'est comme ça que je résumerai un petit peu le dispositif qu'il faut vraiment avoir en tête.
Nous l'avons traduit, anticipé par « je m'évalue » dans notre démarche, parce que c'est important de bien savoir où on en est de sa situation pour pouvoir réagir le plus tôt possible et le plus efficacement possible. Pour ça, la CCI du Puy-de-Dôme a mis en place un autodiagnostic en ligne. Donc, c'est un outil qui s'appelle « Comment va ma boîte ?», qui a été développé par nos collègues de la CCI de Bordeaux et qui maintenant va diffuser sur l'ensemble du territoire national. Mais on a une plateforme dédiée pour le Puy-de-Dôme. Donc, mes collègues vont vous écrire sur le chat l'adresse http://comment-va-ma-boîte.puy-dôme.cci.fr sans mettre le S après HTTP. C'est pour ça que c'est un petit peu long, je me permets de le rappeler. Et donc, cet outil va vous permettre de vous évaluer en répondant par oui ou par non à 28 questions qui ne sont pas des données chiffrées, qui sont vraiment des données qualitatives, mais qui permettent d'avoir une bonne vision et des fois aussi de s'éclairer, parce qu'on peut avoir une vision un peu erronée de sa situation. Alors, pour vous donner 2-3 exemples comme ça rapidement, sur la thématique de la gestion administrative et comptable, on va par exemple vous demander votre comptabilité est-elle à jour? Ça faisait partie de ce que disait Monsieur Verdier tout à l'heure, c'est important de bien avoir une comptabilité à jour. Vous répondez par oui ou par non. Votre entreprise est-elle à jour dans le paiement de ses charges sociales? Oui, non. C'est des questions très basiques comme ça. Sur la trésorerie, les relations bancaires, est-ce que vous avez fait appel à votre découvert autorisé par la banque? Est-ce que vous avez des difficultés pour payer vos charges courantes, votre loyer? Pour votre activité, est-ce que pour vendre, vous êtes obligé de baisser vos prix? Est-ce que vous avez essayé de diversifier votre activité dans les derniers mois? Est-ce que vos clients mettent plus de temps à vous payer? Est-ce que vous avez de l'argent dehors? Voilà, c'est des petites informations, des petites questions comme ça où on répond juste par oui ou par non. Mais ça permet à la sortie d'avoir une note, donc sur chacune de ces catégories et une note globale qui vous donne un pourcentage de risque d'être en difficulté. Et automatiquement, l'outil vous dit vous êtes dans le vert, dans le orange, dans le rouge. Vous pouvez être dans le vert parce que l'outil n'est pas fait uniquement pour identifier les difficultés, mais ça peut aussi, c'est vraiment pour s'évaluer au fil de la vie de l'entreprise. Et donc, ça vous donne un premier éclairage. Alors, cet outil, il est en ligne, il est gratuit, il peut être anonyme. Moi, je vous conseille néanmoins de demander à récupérer le livrable, parce l'outil peut vous envoyer un petit récapitulatif de vos données en PDF, ce qui vous permet d'avoir ce résultat et donc la fois d'après, vous pouvez vous créer un compte et revenir dessus régulièrement pour le faire tous les mois, tous les 3 mois en fonction de ce que vous voulez. Et effectivement, donner votre adresse mail ou vos coordonnées ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas la confidentialité. L'outil est géré uniquement par la Chambre de commerce et donc, ce n'est pas parce que vous mettrez votre nom que sur la place publique, les gens sauront que vous avez renseigné le questionnaire. Et puis, comme on l'a dit, Martine, aujourd'hui, dans la configuration économique dans laquelle nous sommes, les sociétés sont toutes à rechercher des prédiagnostics et des visions. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire ce genre de choses. Et c'est vraiment l'intérêt, c'est que justement, ça nous permet, d'abord, ça peut être un début pour engager un échange avec votre comptable, avec différentes personnes, y compris avec la chambre ou votre banquier. Ça permet vraiment d'avoir un support et surtout de vous poser les bonnes questions. Parce que quand on est en stress, quand on est la tête dans le guidon, on finit par ne plus avoir une vision posée des choses et des fois elle est erronée. Donc je m'évalue, j'anticipe, c'est la première chose. Ne pas se voiler la face, c'est aussi donc ce que disait Monsieur Verdier, avoir des tableaux de bord, des informations précises, savoir comment on lit son bilan, des comptes de résultats, comment on peut interpréter les évolutions de sa trésorerie. Alors pour ça, les CCI, là aussi, ont travaillé en réseau au niveau national et ont sorti un guide pratique
sur la prévention des difficultés des entreprises, comment les anticiper, gérer et rebondir. Donc vous le trouverez en visionnage sur notre site Puy-de-Dôme, de la CCI du Puy-de-Dôme, mais vous le trouverez, on pourra également, si vous en faites la demande, vous l'adresser. C'est un document d'une 30aine de pages qui reprend vraiment tous les indicateurs importants, qui peut aider à les interpréter et qui peut également donner l'information sur les rôles de chacun des organismes dans la prévention des difficultés. Et puis le troisième volet, quand on disait ne pas rester seul, et bien effectivement, c'est vraiment, on a parlé du CIP, lorsqu'il y a une détresse psychologique, et il ne faut pas en avoir honte, c'est vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des organismes comme l'APESA aussi qui est là pour accompagner les chefs d'entreprise. Il y a bien sûr la Chambre, et il y a au niveau de notre territoire un ensemble d'organismes qui va permettre de pouvoir vous accompagner par rapport, on a parlé des experts comptables, on a parlé du médiateur du crédit, c'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Et vous retrouverez également sur l'APESA qui a un numéro vert qui est sur notre site internet. Alors de mémoire 0805 65 50 50. Si je ne fais pas si ma mémoire ne me fait pas faux bon. Voilà, donc Alors donc Martine, je pense que j'ai résumé. Oui, donc le plan de votre présentation, c'est je m'auto-diagnostique. Je m'auto-évalue en ligne. Je mets mon mail pour pouvoir récupérer un livrable par rapport à ça. Donc, ça me donne un support et éventuellement, je peux me créer un compte personnel sur le site commentvamaboîte.puy-de-dôme.cci.fr. Et comme ça, je peux le faire régulièrement. Et ensuite, je n'hésite pas à m'entourer et à contacter la Chambre pour échanger là-dessus. On a mis en place, j'ai oublié de vous le dire, un conseiller dédié, donc c'est pas moi, c'est Pascal Reynaud, un mail dédié aussi, prévention@puy-de-dôme.cci.fr, et donc ça vous permet d'avoir un interlocuteur unique qui va pouvoir ensuite vous orienter vers les bons dispositifs et les bons organismes. Bon, voilà, donc vous êtes maintenant, vous avez compris qu'il y a une porte d'entrée et qu'à travers cette porte d'entrée, il y a différentes étapes et vous avez un homme dédié qui est M. Reynaud, Pascal Reynaud, qui fera le suivi. Je vais demander à M. Troussardi, un fidèle partenaire de notre Chambre, d'évoquer la phase médiation du crédit, qui est un élément que nous pouvons, qui peut être à un moment donné nécessaire pour la bonne gestion de l'entreprise. Monsieur Troussardi, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je vais l'évoquer, mais la médiation du crédit, mais ça, c'est le domaine de la Banque de France. Donc moi, je voudrais démarrer, avant de me présenter, également sur ce qu'a dit tout à l'heure M. Verdier. Ça tombe très bien, vous nous permettez d'introduire à chaque fois. Vous avez dit, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la première chose, on arrête de payer les fournisseurs. Deuxièmement, on arrête de payer l'État. Et puis, quand vraiment ça va très mal, on va payer les salaires. Et ça rejoint exactement, finalement, les missions qui sont les miennes, avec mes deux casquettes que je vais développer tout de suite. Sachant que quand on arrête de payer tous ces gens-là, alors c'est sûr qu'on ne le fait pas par plaisir, hein, mais en fait, ça génère encore plus d'ennuis que ceux qu'on avait déjà. Donc, c'est des décisions qu'il faut prendre avec mesure et en y ayant réfléchi un petit peu parce que ça peut, au fond, contribuer à détériorer la situation de l'entreprise. Alors, pour ma part, donc, je m'appelle Roger Troussardi, moi j'ai deux casquettes, je suis commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises pour l'Auvergne et pour les 4 départements auvergnats. Et j'ai une deuxième mission que j'expliquerai ensuite, qui est celle de médiateur des entreprises. Ce sont 2 missions de médiation au fond, mais la première informelle, la deuxième beaucoup plus encadrée. Donc, en tant que CRP, commissaire aux restructurations, donc voilà, moi je suis un fonctionnaire du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance,
basé donc localement. Et mon job principal, c'est de faire de la veille sur les entreprises qui vont bien et surtout celles qui vont pas bien, en essayant de les détecter le plus tôt possible. Alors évidemment, étant seul à remplir cette mission, notre attention, elle est plutôt portée vers les grosses entreprises, celles pour lesquelles une défaillance aurait des conséquences économiques, sociales, politiques, voilà, et sur lesquelles donc moi je tiens à jour une veille assez étroite et je rapporte chaque mois à Bercy auprès du délégué interministériel aux restructurations. Voilà, que je voyais auparavant, et actuellement on le fait par visio ou en audio comme tout le monde, mais je rapporte un petit peu la situation locale de façon à ce que la ministre, et essentiellement Madame Pannier-Runacher et son cabinet et lui-même soient au courant et soient prêts et soient en mesure de prendre des mesures au fond pour les entreprises les plus importantes qui ne vont pas très bien. Plus localement, après, je suis en contact permanent, finalement, avec les préfets de département, avec les directeurs des finances publiques, avec l'URSSAF, avec les tribunaux de commerce, avec les administrateurs judiciaires, avec les chambres de commerce, évidemment, etc. Et là, on fait une veille un peu plus à traitement local, régional, pour essayer d'anticiper aussi à la place des entreprises qui n'auraient pas forcément eu le réflexe de nous alerter. Alors, je ne vais pas revenir un petit peu en fait sur tout ce qui était dit. Donc, problème de trésor, effectivement, mais le chef d'entreprise, par nature, les choses vont s'arranger. Voilà, et des fois, il faut faire un petit peu à sa place. On était à peu près calé avant la crise. Là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que quelle est l'entreprise qui ne rencontre pas de difficultés aujourd'hui voilà, mais on essaie de les détecter et de voir si on peut y apporter un traitement local. Et des outils existent, ça a déjà été un peu évoqué. Enfin, on pourra en dire 3 mots, mais même si ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Voilà, donc on avait mis en place notamment un outil développé par Bercy et les URSSAF qui s'appelle Signaux faibles, voilà, qui n'est pas public en fait, mais qu'on partage quand même avec les administrations qui partagent ce souci et qui était essentiellement basé sur les premiers retards de paiement, URSSAF en particulier ou charges fiscales, et sur les demandes d'activité partielle. On faisait l'hypothèse, avant mars 2000, qu'une entreprise qui demandait une autorisation d'activité partielle, même si elle ne l'utilisait pas, et c'est l'immense majorité des entreprises d'ailleurs qui le demandaient, qui ne l'utilisaient pas, mais en tout cas, ça répondait à une crainte du chef d'entreprise qui se disait, là, dans les quelques mois, il y a quelque chose qui risque de se passer. Il y a un événement, il y a un client qui m'a lâché, il y a un problème de machine, il y a un problème... Bref, il y a un événement externe qui fait que je vais peut-être devoir réduire un peu la voilure temporairement parce qu'il est hors de question que je me sépare de mes salariés, de leurs compétences qu'il faut que je garde. Donc pour ça, l'activité partielle qui a été depuis largement utilisée mais est un outil qui est très adapté, en tout cas, pour ajuster temporairement le fonctionnement d'une entreprise qui est en grande difficulté. Bon, bref, donc on avait identifié avec des retards de paiement, signaux faibles, etc. Quand on avait plusieurs indicateurs qui devenaient concordants, on se dit, oh là là, l'entreprise, là, se posait problème. Et on prenait parfois l'initiative, souvent même, voilà, d'appeler. Alors, c'est délicat, j'ai d'appeler un chef d'entreprise en disant, je pense que, voilà. Mais bref, on arrivait quand même assez rapidement à trouver un dialogue et peut-être mettre en évidence des soucis sur lesquels il y avait des éléments de réponse à apporter. Voilà, alors je parle au passé parce que depuis mars, les choses ont été totalement perturbées. Je ne vous l'apprends pas, puisque, enfin, quelle est l'entreprise qui n'a pas demandé de l'activité partielle? Quelle est l'entreprise qui n'a pas demandé des délais de règlement de l'URSSAF en particulier? Et c'est bien normal. Mais bref, mais cette veille, on continue malgré tout à la faire. Et voilà, et sachez en tout cas qu'au niveau des services de l'État, qu'on partage d'ailleurs aussi avec la région en particulier ou les métropoles, voilà, c'est un souci permanent et les préfets sont attentifs à la situation des entreprises. Ça, donc, juste pour terminer sur ma mission de CRP, au fond, les entreprises m'alertent principalement lorsqu'elles rencontrent une difficulté avec l'administration.
Et bon, voilà, dans tous les domaines, hein, c'est bien sûr URSSAF, TVA, etc., mais ça peut être aussi problèmes environnementaux, etc. Disons que j'ai un positionnement qui me permet d'ouvrir des portes ou de faciliter peut-être ou d'ouvrir un dialogue et de faire une sorte de médiation informelle et pour tenter de trouver une solution. Après, bon, j'ai quelques idées aussi sur les dispositifs qu'on peut solliciter. On a cité le CIP, on a cité bon, des personnes à la Chambre de commerce qui se spécialisent, mais ça fait un moment que les CCI s'occupent aux côtés de l'État des entreprises en difficulté. Et il peut y avoir, ça va être, j'imagine, rappelé, mais le juge des préventions au sein du tribunal de commerce aussi, qu'on a toujours peur d'aller voir, mais c'est une erreur d'appréciation, parce qu'il peut être de très bons conseils et de façon complètement confidentielle. Il y a également des associations hein, d'ex-cadres qui peuvent, de façon quasiment gratuite, porter des regards qui peuvent être utiles. Et puis, il y a la médiation du crédit, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Alors ça c'est pour les relations avec les banques. C'est sûr que les premiers auprès desquels ça coince quand on a des problèmes de trésor, ce sont les banques, ils s'en aperçoivent tout seuls. Et voilà, et quand il y a des problèmes de crédit, d'emprunt ou de resserrage de boulons au niveau de la trésor ou des lignes court terme, voilà, donc là c'est la médiation du crédit, donc nos cousins de la Banque de France qui ont le langage et le dispositif pour suivre ça. Voilà, grosso modo, pour ma partie CRP. 2 mots pour mon autre casquette qui est différente, hein, qui est celle de médiateur des entreprises. Pour le coup, donc, je travaille avec 6 ou 7 collègues répartis sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2010, donc, on propose ce service de médiation des entreprises. Alors, c'est une vraie médiation avec tous les critères de la médiation. C'est un dispositif qui est encadré et qui s'adresse à des entreprises qui rencontrent une difficulté avec une autre entreprise ou avec une collectivité, voire l'administration. Donc, pour être très concret, une entreprise saisit la médiation en disant, voilà, à 80%, ce sont des problèmes de paiement, donc provoqués par ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, hein, ouais, on n'a plus d'argent, donc on ne paye pas. Du coup, on met en difficulté le fournisseur qui, lui, se dit, ben voilà, moi, j'ai rendu un service, j'ai livré un produit qui n'a fait l'objet d'aucune réserve, j'ai facturé conformément au contrat et je ne suis pas payé conformément à la LME. À ce moment-là, donc, d'abord, il essaye évidemment par ses propres moyens de faire rentrer l'argent et c'est bien normal. Mais quand il arrive au bout du bout, que le dialogue n'existe plus, eh bien, il peut se tourner vers le médiateur des entreprises qui va, lui, à son tour, voir un petit peu ce qui se passe. Sachant que la situation, là encore, elle s'est compliquée. Alors, pour la médiation, on a multiplié par 4 le nombre de saisines depuis mars 2020. C'est considérable parce qu'en fait, le premier réflexe des entreprises en mars, c'est de dire, ben voilà, la trésorerie, ça a été dit avant moi, c'est comment je vais faire, moi, pour sauvegarder ma trésorerie. Et du coup, les entreprises ont été amenées à aller regarder un petit peu les factures impayées, qu'elles auraient peut-être regardé avec un peu plus de façon moins forte quelques mois auparavant. Mais là, elles se disent, non, là, il faut faire rentrer l'argent avant que mon client ne rencontre lui-même des difficultés. Voilà, et donc je reçois un appel où je suis saisi exactement sur le site Le Médiateur des entreprises, facile à trouver. Et on m'explique le problème. À ce moment-là, je rentre en contact, je ou mes collègues, avec l'entreprise qui doit de l'argent. Je ne cite là que le problème des impayés. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà, et là, parfois d'ailleurs, là, on découvre à ce moment-là que le problème n'est pas si simple, que finalement, il y a certes un retard de paiement, mais c'est pas forcément une négligence, mais qu'il s'est passé parfois des choses différentes. Et là, dans un processus de médiation, donc j'insiste lourdement,
confidentiel, hein, donc chacun signe un engagement de confidentialité, gratuit, hein, parce que je suis et nous sommes des agents de l'État, donc prépayés. On essaye d'arranger les choses et de trouver un deal. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, donc ces cas de retard de paiement sont compliqués par le fait que bon, les clients eux-mêmes donc rencontrent des difficultés. Voilà, donc et c'est là où finalement c'est à la fois difficile et puis à la fois il y a quand même un dialogue possible pour voir comment on peut reporter, etc. L'objectif absolu, c'est qu'à l'issue de ce processus de médiation, les deux entreprises conservent leurs relations commerciales, hein, qu'ils ne se fâchent pas à tout jamais. L'objectif, c'est de maintenir le business. La médiation, elle peut aussi porter sur des problèmes de contrat, de rupture brutale des relations commerciales, sur des problèmes de propriété intellectuelle. Depuis mars ou un petit peu après, sur les problèmes de loyer désormais, enfin, tout le monde est bien au courant. Voilà, et c'est un sujet passionnant sur lequel là on rend des services importants dans une confidentialité absolue. Je pense que j'ai fait le tour. Merci Monsieur Trossardi de cette présentation et également de vous dire que nous l'avons évoqué hier avec vos élus de chambre de commerce, nous étions au bureau et nous avons dans nos bases et dans notre vécu sur le territoire du Puy-de-Dôme une école qui est l'école de commerce de Clermont-Ferrand, nous avons l'Institut des métiers et nous avons également CCI Formation. Et il y a dans ces formations à la fois des jeunes, à la fois des moins jeunes qui sont en capacité à un moment donné à être repreneurs d'entreprise. Donc on peut être dans cette phase de transmission d'entreprise. Donc n'oubliez pas qu'à un moment donné, au-delà de l'accompagnement sur des difficultés, il peut y avoir aussi durant cette crise, une volonté de transmettre et de lancer une transmission. Donc, vous savez que votre chambre de commerce a une liste et en permanence, nous avons des j'ai envie de dire, des clients hein, qui nous demandent, y a-t-il des sociétés à racheter dans tous les domaines? Donc, ce lien que vous devez avoir avec votre chambre de commerce, il est à la fois pour être en amont sur les difficultés, il doit être aussi en amont sur la transmission, et ce qui est important, c'est de créer ce dialogue. Voilà, ce dialogue est absolument nécessaire. Et chaque fois qu'on est en amont d'une problématique, en amont d'une envie de transmettre, eh bien, on a un cheminement qui est beaucoup plus vertueux et qui permet d'arriver plus facilement à son objectif. Je vous remercie en tous les cas pour l'instant d'avoir respecté notre délai, ce qui va nous permettre peut-être de revenir sur des questions. Et je vais demander maintenant à monsieur Grégory Boto de prendre la parole et peut-être de se présenter de la façon la plus positive possible par rapport à ceux qui voient le webinaire et qui auront l'occasion de le réécouter. Voilà, je suis persuadé que vous aurez le bon mot positif pour vous présenter. Merci Monsieur le Président et merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Et je n'avais pas l'intention de tenir un autre discours qu'un discours positif. Je suis administrateur judiciaire, mais mon quotidien c'est la sauvegarde de l'emploi, la sauvegarde des entreprises. Donc je m'inscris tout à fait dans cette lignée. Donc vous faites bien de le rappeler et je vais essayer de m'y tenir dans le cadre de mon intervention. Alors je vais vous présenter effectivement les procédures de traitement des difficultés des entreprises, mais avant de recourir à telle ou telle procédure, je crois que l'important, et ça a été rappelé, c'est de faire le bon diagnostic de la situation de l'entreprise. Alors j'aime bien rappeler quelques chiffres pour permettre d'appréhender ce qui se passe aujourd'hui sur le plan macroéconomique. On estime que par mois, entre mars et décembre, l'État a injecté à peu près 15 milliards d'euros. Les mesures de soutien de l'État ont coûté 15 milliards d'euros par mois. 15 milliards d'euros par mois. J'aime bien prendre un exemple qui est assez parlant. Dans le cadre du plan Marshall qui avait permis la reconstruction européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on estime que les Américains avaient accordé des prêts aux États européens pour un montant d'environ 130 milliards d'euros. Donc en fait, sur 8 mois et demi, on a quasiment consommé l'équivalent d'un plan Marshall qui, lui, s'était étalé sur 4 ans. Donc on est dans une situation complètement inédite, François l'a rappelé, et si je dis ça, c'est pas pour casser l'ambiance, pour dire que tout est foutu, bien au contraire. Si je dis ça, c'est pour insister sur le fait qu'il faut être, je crois aujourd'hui, complètement décomplexé par rapport aux difficultés que l'on rencontre, dédramatiser la situation,
Il n'y a rien aujourd'hui d'exceptionnel à rencontrer des difficultés quand on vit aujourd'hui cette situation, quand on est confronté à cette situation. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide auprès du tribunal et se mettre sous la protection du tribunal. Ce n'est pas une chambre de sanction. Roger l'a rappelé, les juges de la prévention ne sont pas là pour juger, pour traiter d'incompétents ou autre. C'est vraiment aujourd'hui pour prendre conscience de la situation. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, encore moins un constat d'incompétence aujourd'hui. C'est simplement la réponse exceptionnelle à la situation complètement exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui, qui est sans précédent. Et c'est véritablement un acte de gestion positif aujourd'hui, certainement, que d'aller solliciter ces mesures. Alors, les outils sont nombreux. Non seulement ils sont nombreux, mais en plus, ils ont la bonne idée de fonctionner. Mais sous réserve, encore une fois, que la procédure soit utilisée au bon moment et que la bonne procédure soit utilisée pour le traitement des difficultés. Et donc, pour cela, il est vital de faire le bon diagnostic de la situation, et le conseil à donner, c'est vraiment d'établir un diagnostic sur la situation réelle de son entreprise. On s'aperçoit vite en fait qu'à chaque situation, bien ce qui marche pour certains ne fonctionne pas forcément pour les autres. Je prends l'exemple du PGE. On a tous foncé de tête baissée sur le PGE. Moi le premier, François, tu l'as rappelé, effectivement 30% d'activité, donc évidemment il faut compenser. Il ne faut pas oublier que le PGE c'est de la dette. Et quand on injecte 25% de son chiffre d'affaires en dette, mathématiquement, il faut augmenter sa rentabilité de 5 points. Donc, c'est pas forcément, et par an pendant 5 ans, pour pouvoir rembourser le PGE pendant 5 ans, puisqu'on avait un délai, après une année de franchise, de remboursement sur 5 ans, c'est mathématique. L'autre caractéristique du PGE, c'est que c'est une dette garantie à 90%. Donc, ça veut dire que quand nous, on va être amené, lorsqu'on va traiter des difficultés, à essayer de renégocier un PGE, c'est pas évident d'aller voir un banquier et de dire, écoutez, le prêt, on ne pourra pas le rembourser, donc est-ce que vous voulez pas abandonner une partie? Et quand le banquier est garanti à 90%, il va pas lâcher la proie pour l'ombre. Il va pas dire, oui, écoutez, remboursez-moi à 40-50% parce que c'est ce que vous êtes en capacité de faire, alors qu'il lui suffit simplement d'appeler la garantie de l'État pour être remboursé à hauteur du montant de la garantie. Donc, prudence avec le PGE. Évidemment, c'était une bonne chose parce qu'il fallait le prendre à un moment donné. On n'avait pas de recul, donc je crois qu'il fallait effectivement foncer sur le PGE. Mais maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, je crois qu'il faut se poser calmement avec ces établissements bancaires et il faut voir s'il ne faut pas transformer ce que j'appelle cet OFNI, un objet de financement non identifié, en un financement un petit peu plus traditionnel. Et maintenant qu'on a un petit peu de recul, je crois qu'il faut regarder ce que l'on fait de ce PGE. La problématique actuelle des entreprises, elle porte sur le chiffre d'affaires. François, tu l'as rappelé, aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont plus de clients, donc ce n'est pas forcément en rajoutant de la dette qu'on va traiter la problématique. Il faut également se méfier des situations en trompe-l'œil dans lesquelles un excédent de trésorerie pourrait amener à considérer que tout va bien. L'anticipation demeure essentielle, surtout en l'absence de visibilité, et tout le monde le sait, le problème aujourd'hui que tout le monde rencontre, c'est ce manque de visibilité, mais il faut malgré tout faire l'effort de faire des prévisions, c'est pas simple. Pierre Dac disait, la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Donc oui, l'exercice est difficile, mais il faut faire l'effort aujourd'hui de mettre l'entreprise en perspective, de projeter l'entreprise sur les prochains mois, et en liaison avec un expert comptable, en liaison avec les outils que vous mettez à la disposition au sein de la CCI, à disposition de cette entreprise, je crois qu'il faut travailler impérativement sur la documentation comptable prévisionnelle, à la fois en exploitation, mais aussi en trésorerie. On est aujourd'hui le 12 janvier, chacun doit être en capacité de connaître son atterrissage 2020, chacun doit être en capacité de déterminer son résultat et il faut vraiment aujourd'hui piloter par le cash. François, tu l'as dit, les anglo-saxons ont une formule, ils disent « the cash is king » et je crois que plus jamais aujourd'hui, le pilotage par le cash est essentiel. Est-ce que vous avez le droit de citer les Anglais avec le Brexit? Oui, ça reste des voisins. Oui, ça reste des voisins, d'accord. Allez, c'est l'Union européenne, mais ça reste malgré tout des voisins. Le cash reste le roi. Le cash reste le roi, vraiment aujourd'hui plus que jamais, il faut se projeter. Il faut établir un BP 2021, alors pas sur 2020 parce que c'est pas normatif, mais peut-être reprendre les chiffres de 2020 et puis voir ce que ça donne avec un BP à 90%, avec 80%, avec 70%. Donc sensibiliser ces hypothèses et puis également travailler sur un budget de trésorerie, c'est impératif. Il faut intégrer le rattrapage de toutes les dettes Covid parce que pendant de nombreux mois, finalement on a poussé toute cette dette, mais à un moment donné il va falloir la payer. Donc il est important de modéliser ça dans le cadre d'un budget de trésorerie et d'apprécier et d'identifier potentiellement une impasse de trésorerie.
et savoir si cette impasse, on y sera confronté ou pas, parce que c'est pas non plus une obligation, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais regarde la situation, je crois qu'il faut se poser ces questions et se poser la question de savoir comment on traite cette impasse de trésorerie, si elle est identifiée dans 1 mois, dans 3 mois et dans 6 mois, parce que la procédure n'est pas la même selon l'horizon de cette impasse de trésorerie. Et donc c'est là qu'il peut être intéressant justement de recourir aux procédures préventives de type mandat ad hoc ou de conciliation. Et tout l'intérêt d'une négociation encadrée dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, c'est qu'on va mettre les partenaires à qui on va demander des efforts autour de la même table de discussion. Et donc tout le monde va contribuer de la même manière, souvent en proportion de ses engagements et de ses capacités. Et donc l'intérêt de ces procédures amiables, encore une fois que sont le mandat ad hoc et la conciliation, c'est qu'il va être possible dans un cadre purement confidentiel, parce qu'il n'y a pas de publicité, je crois que chacun le sait, d'une ordonnance qui ouvre une procédure de mandat de conciliation. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de publicité dans un journal d'instance légale, c'est strictement confidentiel. Un cadre consensuel, c'est vraiment de la négociation, sécurisé, de mettre en place des solutions tendant à pérenniser l'activité. Je dis sécurisé parce que je rappelle que le dirigeant a aujourd'hui l'obligation de déclarer son état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours à partir du moment où l'état de cessation des paiements serait caractérisé. Il y a une période pendant laquelle on a neutralisé l'état de cessation des paiements, entre la première période de confinement, entre le 13 mars et le 23 août. Le dirigeant qui était en état de cessation des paiements, il avait la possibilité de ne pas la déclarer. C'est ce qui explique peut-être aujourd'hui qu'on a ces baisses de défaillance d'entreprise. C'est que pendant 6 mois, finalement, on a gelé la situation et il était possible pour une société de ne pas déclarer son état de cessation des paiements. Aujourd'hui, ne pas le faire, c'est passible de sanctions et c'est une faute de gestion que pourrait encourir le dirigeant. Donc c'est pour ça que l'intérêt de la conciliation, c'est que le cadre est sécurisé puisque le dirigeant a fait le constat de cette situation et est allé se mettre sous la protection du tribunal dans ce délai de 45 jours. Je voudrais juste intervenir, j'ai une question qui m'arrive, je ne sais pas qui peut prendre, donc on évoquait, je pense que c'est suite à votre évocation que la question est arrivée, pour établir l'atterrissage 2020, que vous avez évoqué, et de pouvoir établir un prévisionnel de trésorerie, nous sommes toujours dans l'attente du versement de l'aide de solidarité au titre de novembre 2020. Alors, va un petit peu plus loin. Malgré nos différentes relances auprès de l'administration fiscale, nous n'avons aucune nouvelle sur le versement de cette aide et cette situation nous met dans de grosses difficultés de trésorerie. Est-ce qu'on est en capacité à donner une réponse autour de... Oui, ça pourrait faire partie de mon job, moi, d'aller voir mes collègues fonctionnaires et savoir ce qui se passe, mais l'administration fiscale est accessible, comme l'URSSAF. Je pense que non. Bah alors, si c'est pas le cas, moi, je veux bien non, mais effectivement, être mis à contribution. Mais... Non, mais vous avez raison, mais c'est vrai que c'est difficile. Non, mais cette situation n'est pas nouvelle pour toi? Elle n'est pas nouvelle, c'est complexe, effectivement, c'est l'aide de solidarité, c'est pour financer des dirigeants qui ont plus de revenus, effectivement, et qui attendent cette somme pour vivre, simplement. Et donc, effectivement, c'est anormal. Voilà. Alors, ça n'empêche pas de se projeter sur quel est mon résultat de 2020, mais effectivement... c'est anormal c'est le décalage entre les effets d'annonce et le versement des sommes. Après, voilà. Je me mets à la place de ce chef d'entreprise, de cette chef d'entreprise. Auprès de qui doit-elle monter en ligne? Est-ce que c'est auprès des services de Madame Bernadette Pougerousse? Est-ce que c'est... Non. Non, auprès de la DDFiP. Auprès de la DDFiP, donc le service de M. Cisco. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Après, il doit y avoir une explication. Enfin, les délais de paiement sont de l'administration, que ce soit l'activité partielle, etc., ont été des problèmes qui ont mis du temps à se régler du fait de l'afflux de demandes. Mais aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. Alors, bon, moi, je n'ai pas la réponse sur ce cas particulier, mais c'est un sujet sur lequel il est légitime de tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Alors, ce qui serait plus embêtant, c'est qu'elle ne trouve pas d'interlocuteur. Si c'était le cas, à ce moment-là, qu'elle vous fasse signe à la Chambre ou à moi-même, et puis on se concertera pour faire en sorte que la question arrive au bon endroit. Ce qu'il faut aussi prendre en ligne, c'est que, bien entendu, nous le voyons aussi bien au niveau de la région qu'au niveau de l'État, il y a une annonce de délai.
Mais bien entendu, et j'apporte un bémol là-dessus, M. Troussardi, ne vous inquiétez pas, c'est de se dire que on dit 4 à 5 jours, et en même temps, il y a tout un flux qui arrive. Voilà. Donc, on a identifié que ça venait des services d'une réflexion du DGFIP, voilà, qui peut avoir la réponse. Je vous ai coupé, Monsieur Couteau, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Simplement pour reprendre l'idée que je développais, ces procédures qui sont confidentielles, l'intérêt du mandat ad hoc et de la conciliation, c'est qu'on négocie finalement avec les créanciers que l'on souhaite attraire à la table des négociations. Donc on décide d'aller négocier avec son banquier, on décide d'aller négocier avec les administrations, avec les services sociaux fiscaux, avec un bailleur. Donc vraiment, c'est en cela qu'elle est intéressante parce qu'elle est confidentielle. Et on invite à participer aux négociations vraiment les créanciers que l'on identifie en amont. Ce sont des procédures qui sont à la main du dirigeant. Le dirigeant peut seul demander l'ouverture d'une procédure de conciliation et donc il peut seul demander aussi la clôture. En pratique, le dirigeant sollicite un rendez-vous auprès du président du tribunal et ce passage par le tribunal de commerce, ou plus précisément par le cabinet du président, doit être perçu finalement comme une sécurisation et une assistance supplémentaire pour négocier avec ses créanciers, ses partenaires habituels. Mais encore une fois, ces procédures ne marchent que si elles sont anticipées et déclenchées suffisamment en amont d'une situation obérée, d'où la nécessité, encore une fois, d'avoir une bonne clé de lecture sur sa capacité à financer l'activité. La durée de ces procédures est variable, mais bien évidemment le facteur temps est un gage de réussite, étant précisé qu'actuellement, grâce aux ordonnances qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire, il est possible de faire durer une procédure de conciliation un petit peu plus longtemps qu'habituellement. Habituellement, une procédure de conciliation, c'est 5 mois. Aujourd'hui, on est sur des délais dérogatoires et on peut faire durer une procédure de conciliation 10 mois. Donc finalement, ça permet d'offrir du temps au temps et donc de se poser et de voir dans quelles conditions on redémarre l'activité et donc d'inviter ses créanciers à tout geler et encore une fois sous la protection et sur la surveillance du président. Même si ça peut générer une augmentation de la dette à certains égards, l'idée c'est de trouver des solutions après pour mettre en place un plan d'appurement de cette dette. L'autre intérêt aujourd'hui des procédures de conciliation avec ces dispositifs dérogatoires, c'est qu'on a la possibilité d'imposer à un créancier qui refuserait de s'inscrire dans un schéma de négociation, de lui imposer non seulement des délais, mais de lui imposer un sursis à l'exigibilité de sa créance. Donc très clairement, on va dire à un bailleur, écoutez, monsieur le bailleur, vous ne voulez pas, vous ne voulez rien entendre, je suis coincé aujourd'hui parce que je n'ai pas de chiffre d'affaires, eh bien je vais ouvrir une procédure de conciliation et puis je vais faire rendre une ordonnance à votre égard qui va finalement vous scotcher sur la durée de la procédure de conciliation et puis vous attendrez comme les autres. Donc c'est aussi une procédure qui est dissuasive et ça marche. C'est très dissuasif et ça marche. Alors si ces procédures de mandat ad hoc et de conciliation n'aboutissent pas parce que peut-être déclenchées trop tardivement ou alors parce que les difficultés sont plus importantes que ce qu'on avait anticipé ou le redémarrage est moins rapide, il est toujours possible de solliciter des thérapies plus lourdes, donc les procédures collectives, à savoir les procédures de redressement ou de sauvegarde, qui cette fois produisent des effets à l'égard de tous. On ne fait pas le choix d'attraire tel et tel créancier, c'est le jugement d'ouverture qui entraîne l'interdiction de payer toutes les dettes existantes à l'ouverture de la procédure. Toutes les dettes sont gelées dans le cadre d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire et s'ouvre alors une période d'observation, souvent de 2 fois 6 mois, donc encadrée sur une période d'1 année, au cours de laquelle on met en œuvre différentes mesures de restructuration. L'objectif, c'est d'essayer de rétablir, autant que faire se peut, les équipes d'exploitation. Donc la temporalité de ces procédures, que ce soit procédure amiable ou procédure judiciaire, n'est évidemment pas la même. C'est plutôt une temporalité courte s'agissant des procédures amiables, des procédures confidentielles, où on va traiter des problématiques de bilan dans un contexte d'endettement à restructurer et de levier à identifier pour apporter des sources de financement complémentaires. Et c'est plutôt une temporalité plutôt longue pour les procédures de sauvegarde ou de redressement, où on va davantage travailler sur le compte d'exploitation, sur des mesures d'économie et sur la recherche de rentabilité pour restaurer la profitabilité. La sortie par le haut dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou d'une procédure de redressement, c'est classiquement le plan d'appurement du passif. Donc on va mettre en place un plan d'appurement de son passif jusqu'à une durée de 10 ans. Donc ça permet finalement d'avoir pendant 10 ans d'étaler son passif avec zéro d'intérêt. Également sur les courts termes, zéro d'intérêt, on peut payer l'ensemble des découvertes sur 10 ans. La sortie par le haut dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, c'est classiquement la signature d'un protocole d'accord de conciliation avec ses principaux créanciers. Et qu'est-ce que l'on prévoit dans le protocole d'accord ?
d'accord, eh bien, habituellement, on prévoit les conditions de réaménagement des prêts moyen terme. Donc, on peut restructurer bien évidemment les prêts moyen terme. On peut travailler sur la durée, sur la maturité, sur la période de franchise. On peut travailler sur les taux. Les conditions de maintien aussi des lignes de financement court terme. Les nouvelles conditions d'exécution d'un contrat, parce qu'on a pu attraire un contractant à la table des négociations et donc on a pu redéfinir les conditions du contrat. Et puis, classiquement aussi, le plan d'appurement des dettes sociales et fiscales sur 24 mois habituellement, exceptionnellement sur 36 mois, mais ça permet aussi de traiter la dette sociale et fiscale qui aurait peut-être été augmentée dans le cadre de la procédure de conciliation. Dernier élément à savoir, pour bien distinguer encore une fois ces procédures amiables et judiciaires, si l'entreprise identifie qu'elle a la nécessité de mettre en place des licenciements, dans ce cas-là, c'est plutôt vers les procédures judiciaires qu'il faut s'orienter de type sauvegarde ou redressement judiciaire, parce qu'on a dans ces procédures l'intervention de l'assurance de garantie des salaires qui permet finalement de faire prendre en charge les indemnités de licenciement et la société n'a pas à décaisser ces indemnités de licenciement. Elle fait l'économie des licenciements et l'AGS vient financer ces licenciements et on n'a pas cette possibilité de recourir à l'AGS dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement. Donc chacun peut bien évidemment être impacté différemment par la crise économique, mais chacun doit mettre en place avec ses conseils habituels le plus en amont possible, au moyen d'outils permettant d'apporter les bonnes clés de lecture, les mesures qui permettront de sortir de cette crise. Je tiens à souligner que... alors, j'ai une autre question. Hein. Peut-on rallonger la durée du PGE sans perdre la garantie de l'État lors d'une procédure amiable? Je recommence. Hein. Peut-on rallonger la durée d'un PGE sans perdre la garantie de l'État lors d'une procédure amiable? Finalement, c'est un prêt, même si aujourd'hui on n'a pas le recul, mais à partir du moment où s'ouvre une procédure de sauvegarde et qu'on a au passif un PGE et que l'on traite tout... Amiable. Dans le cas de procédure amiable, non, c'est pas possible, pardon. Dans le cas du procédure amiable, non, non, pas procédure amiable. C'était la question. Par contre, le PGE, je comprends qu'il y a des discussions en cours avec les syndicats patronaux pour reporter d'un an les échéances du premier remboursement. Donc, voilà, quand on parle de report... Alors, ce que l'on peut faire, normalement, le PGE initialement, il y avait une année différée et ensuite 5 années de remboursement. Il y a des discussions aujourd'hui entre la Fédération des banques françaises et puis les différents établissements bancaires pour bénéficier d'une deuxième année de franchise où on ne payera finalement que la garantie. Donc, ce qu'on devait rembourser sur 5 ans, on a 2 années de franchise, on le remboursera sur 4 ans. Mais au final, on ne rallonge pas finalement la durée du PGE. Au lieu d'avoir une année de franchise et 5 ans de remboursement, on a 2 années de différé et puis 4 ans de remboursement. Donc, ce qu'on devait rembourser sur 5 ans, on le rembourse sur 4 ans. Donc, d'où la contrainte aussi d'endettement complémentaire qu'on fait peser sur la société sur les 4 années qui restent. Alors après, la solution, c'est peut-être aussi de faire du remboursement progressif. Il n'est pas écrit dans la documentation bancaire que le PGE se rembourse forcément de façon linéaire. On peut peut-être aussi prévoir un remboursement progressif calé sur la vitesse de redémarrage de l'activité. C'est peut-être une solution à négocier avec ces établissements bancaires. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose dont je suis très fier dans cette chambre de commerce, c'est qu'une bonne réunion, c'est une réunion qui commence à l'heure et qui se termine à l'heure. C'est une grande politesse que nous devons à la fois à ceux qui nous écoutent et ceux qui sont là. Je voudrais rajouter que tout ce que vous avez entendu, et M. Vauteau l'a souligné en amont de son intervention, il y a une vraie volonté de l'État d'avoir investir lourdement pour faire en sorte de maintenir le business. Et chacun de vous a exprimé une vraie volonté de travailler en partenariat pour que le business soit maintenu. À la fois une volonté de l'État et une volonté des partenaires. De se dire que tous les hommes et femmes qui sont présents, les femmes et hommes qui sont présents ici, sont des gens de bonne volonté qui sont d'accord pour travailler en partenariat. La Chambre de commerce est une porte d'entrée. Vous avez également entendu que votre expert comptable et l'ensemble des experts comptables sont également des portes d'entrée pour redéployer les commentaires qui ont été évoqués ici. Vous savez que nous vous accompagnerons, nous, avec votre Chambre de commerce là-dessus. Je relève 3 points sur ce qui a été dit. C'est de dire que tous partenaires pour maintenir le business,
que la réflexion en amont et avoir une anticipation, tout le monde l'a évoqué, et c'est absolument nécessaire, et d'avoir un suivi et de toujours tenter de faire des prévisions, même si, on vous l'a dit, M. Vauteau l'a dit, c'est compliqué, ça a été également dit par M. Troussardi, et de se dire que, ce serait mon troisième point, que ça peut être un moment où il y a une réflexion sur la transmission et de vous dire que nous avons régulièrement au sein de notre chambre des gens, alors c'est également la même chose au sein de la chambre des métiers et de l'artisanat, qui sont en réflexion pour trouver des jeunes ou des moins jeunes qui peuvent reprendre cette activité. Donc vraiment, ce que je vous incite à faire, c'est à rentrer en contact avec nous. Et j'ai envie de conclure sur toutes les craintes que nous pouvons avoir quand on est seul et cette solitude. Il y a une très belle phrase de Chateaubriand qui souligne que les périls s'évanouissent quand on ose en parler. Voilà, je conclurai sur cette phrase-là en vous disant parlons-en et vous verrez qu'il y aura une forme d'éclaircie et il y aura un pilotage et il y aura un chemin. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur le site de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Métropole. Et bien entendu, je remercie Martine Messéan, la galanterie m'oblige à le faire, et je le fais avec grand plaisir. François Verdier, M. Troussardi et M. Vauteau, qui a eu également une façon très positive, comme nous tous, de présenter son intervention pour la sauvegarde de nos entreprises. Merci à notre équipe d'avoir mené, caché derrière la caméra, d'avoir pu mener ce webinaire. À bientôt sur notre prochain webinaire de votre chambre. À bientôt.